Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons causer de la franchise ciné la plus juteuse des années 2000, puisqu'avec ses 8 films, elle a rapporté autant que les 3 Spider-Man, les 3 Seigneurs des Anneaux et la prélogie Star Wars réunis. Je veux bien sûr parler de la saga Harry Potter. Bon, comme on n'a pas 3 heures devant nous, on va surtout se concentrer sur le 3e volet sorti en salle en 2004. Un épisode généralement considéré comme le meilleur et de loin par les cinéphiles, mais pas forcément par le public cible, ce qui représente mine de rien un beau paquet de monde. Du coup, on va essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Harry Potter and all his wizard friends went straight to hell for practicing witchcraft. Pour commencer, une petite confession s'impose. Je suis un fan indécrottable d'Harry Potter et je serais bien infoutu de vous dire quel est mon volet préféré ou le plus faible, tant ils forment tous pour moi un ensemble d'une cohérence absolue. Bon, quand je vous dis ça, je parle évidemment des livres de J.K. Rowling, parce que pour ce qui est d'adaptation ciné, il faut bien le dire, c'est un sacré foutoir. Si la vitrine est restée sensiblement la même avec un seul remplacement de comédien, du côté de l'arrière-boutique, le turnover est assez impressionnant. Les 8 films Harry Potter, ce sont donc 4 réalisateurs, mais aussi 2 scénaristes, 3 costumières, 5 compositeurs, 5 monteurs et 6 chefs opérateurs. Objet très décousu, le Harry Potter Cinematic Universe, ou HPCU, se révèle en même temps assez propice à l'analyse puisqu'on peut facilement mesurer l'apport des uns et des autres à la franchise. Tiens comme par exemple Alfonso Cuarón, réalisateur d'un seul et unique épisode, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Avant de nous intéresser à son travail, il convient de dire 2 mots sur les conditions de son arrivée sur la saga. Comme vous le savez sûrement, les 2 premiers volets ont été confiés aux mains de l'américain Chris Columbus. Et si la Warner a retenu sa candidature, c'est pas vraiment pour sa créativité galopante, mais parce qu'il était habitué au tournage avec des enfants et aux divertissements familiaux calibrés pour les fêtes de fin d'année. Et bref, Columbus est un safe choice, comme disent nos amis américains. L'école des sorciers ayant frôlé la barre du $1 milliard de recettes, le studio ne voit a priori aucune objection à ce que Columbus joue les prolongations. Mais après avoir passé 2 ans en Angleterre loin de sa famille, et alors que la Chambre des Secrets n'est pas encore sortie en salle, le réalisateur décide de passer la main sur ce 3e volet. Pour lui succéder, le studio dresse une liste de cinéastes dont Alfonso Cuarón ne fait absolument pas partie. En pole position, nous retrouvons le Mexicain Guillermo del Toro qui vient de prouver avec le doublé Blade 2 L'échine du diable qu'il est à l'aise dans tous les registres du fantastique. Lancé dans le projet Hellboy, del Toro décline l'offre, mais souffle au producteur le nom de son compatriote et ami, Alfonso Cuarón. Le CV de celui-ci cadre assez bien avec la réalisation d'un Harry Potter. Il a déjà donné dans l'adaptation de classiques de la littérature anglaise, et surtout, il a réalisé pour la Warner un joli conte pour enfants, La Petite Princesse. Toutefois, c'est l'intervention de J.K. Rowling qui va valoir à Cuarón d'être engagé. En effet, elle est tombée sous le charme de son dernier film en date, Y tu mamá también, un road movie chaud comme la braise tourné au Mexique. 2 ans plus tôt, la romancière avait déjà tenté d'imposer en vain Terry Gilliam sur l'école des sorciers. En position de force suite au triomphe absolu du film, elle revient à la charge avec son nouveau poulain et obtient cette fois gain de cause. La nomination d'Alfonso Cuarón déclenche un léger vent de panique chez les Potter maniaques. En tout cas, chez ceux qui ont eu la curiosité de mater Y tu mamá también. Au vu de certaines scènes, ils se demandent clairement quelle mouche a pu piquer Rowling et la Warner. Non parce que, ok, il y a 2 garçons et une fille qui font des trucs secrets dans une chambre, mais on est quand même très loin du monde magique d'Harry Potter. N'empêche que le père Cuarón a la confiance du studio, plus une enveloppe confortable de 130 millions de dollars, et à peu près 2 ans de production pour les dépenser. Bref, un vrai boulevard dont le réalisateur va profiter pour tout changer en fait. De la même manière que ses héros laissent tomber l'uniforme pour arborer un look un peu plus débraillé, Cuarón va s'éloigner du ton très sage et propre posé par son prédécesseur. Rien que la première scène suffit à s'en rendre compte. Perso, je ne suis pas sûr que Chris Columbus aurait osé ouvrir son film sur ce qui ressemble clairement à une métaphore de la masturbation. En termes de mise en scène pure, le contraste est assez saisissant. Difficile de faire plus académique et fonctionnel que l'école des sorciers. Si vous observez bien le travail de la caméra, vous constaterez qu'elle est la plupart du temps fixée à un trépied ou à des rails de travelling bien droits. Il faut attendre les scènes à effets spéciaux pour qu'elle se libère de ses entraves et qu'on sorte de l'équation un plan égale une valeur de cadre. Columbus se décoincera un peu dans la chambre des secrets, notamment avec ses amples travelling qui évoquent les mouvements reptiliens du basilic. Reste qu'on a toujours affaire à un livre d'images, certes joli à regarder, mais un poil désincarné. Alfonso Cuarón, lui, a voulu sa mise en scène aussi alerte et organique que possible. On ne s'étonnera pas de voir, dans une scène de transition, la caméra suivre le vol d'un oiseau, tant elle en reprend toutes les caractéristiques, gracieuse, aérienne et perpétuellement en mouvement. Elle est même tellement libre et insaisissable qu'une fois dans le monde magique, elle parvient régulièrement à s'affranchir des limites physiques.
venture a guess as to what is inside? That's a boggart, that is. Very good, Mr. Thomas. Le cinéaste mexicain virevolte avec aisance d'un style à l'autre. Un coup, on retrouve le naturalisme de Y Tu Mamá También, un coup, on se croirait carrément chez Spielberg. Les plans séquences s'enchaînent tout au long du film, très différents les uns des autres. Certains proprement étourdissants annoncent les tours de force techniques des Fils de l'Homme et de Gravity. D'autres sont tellement discrets qu'il faut bien plusieurs visionnages pour se rendre compte que bah oui, y a pas eu de coupe. Bref, là où Chris Columbus est en pilotage automatique, Cuarón se lâche, s'amuse, expérimente et fait, du cinéma quoi. D'ailleurs, ce n'est sûrement pas un hasard s'il ponctue son film d'ouverture et de fermeture à l'iris, qui renvoie immédiatement à l'âge héroïque du cinéma muet. Pour marquer encore plus sa différence avec son prédécesseur, Alfonso Cuarón n'hésite pas à jeter à la poubelle quelques éléments graphiques instaurés depuis le début de la franchise. Bon, passons sur le cas Dumbledore dicté par des circonstances extérieures. Mais regardez un peu le ravalement de façade qu'il a fait subir au professeur Flitwick, toujours campé par Warwick Leprechaun Davis. Ou encore à la grosse dame qui garde l'entrée du dortoir de Gryffondor. De même, le seul cogneur et la cabane de Hagrid, qui étaient situés jusque-là à proximité du château de Poudlard, ont été déplacés dans un terrain accidenté au beau milieu de la lande écossaise. La fidélité au texte de J.K. Rowling ne semble pas non plus une priorité pour Cuarón. Il transforme ainsi les détraqueurs en créatures volantes et colle des têtes réduites un peu partout. Il imagine des décors jamais mentionnés dans les livres, comme ce pont couvert ou ce cercle mégalithique. Et tant qu'à faire, il encourage le scénariste Steve Kloves à écrire des scènes inédites. C'est le cas de ce vol galvanisant à dos d'hippogriffe, de cette promenade dans la nature avec le professeur Lupin, ou encore de cette escapade nocturne dans les couloirs de Poudlard. Parallèlement, Cuarón n'hésite pas à raccourcir des passages cruciaux du livre. Ainsi, la longue scène d'explication dans la cabane hurlante qui occupait tout un chapitre du roman et revient sur 30 ans de backstory se réduit dans le film à quelques minutes qui vont droit au but. Du coup, les non-lecteurs ne sauront jamais comment Sirius Black s'est évadé de la terrible prison d'Azkaban, ni pourquoi le Patronus de Harry prend la forme d'un cerf. Et ils feront très difficilement le lien avec la carte du maraudeur qu'ils récupèrent au milieu du film. Malgré les efforts d'Alfonso Cuarón pour faire du foreshadowing par le biais de sa seule mise en scène, il faut bien avouer que l'intrigue en béton du livre, digne d'Agatha Christie, perd quelques plumes dans sa traduction à l'écran. Mais bon, c'est pas grand chose en comparaison du film suivant où Steve Kloves va tailler dans le bouquin à la tronçonneuse. Let the match begin! Tiens puisqu'on parle de la coupe de feu, saviez-vous qu'il avait nettement mieux marché au box-office que le prisonnier d'Azkaban? Jetez donc un œil à ce tableau fait maison qui montre les recettes mondiales des 8 Harry Potter et en dollars ajustés s'il vous plaît. On constate que le film d'Alfonso Cuarón perd pas loin de 200 millions de dollars par rapport à la Chambre des Secrets et signe un des scores les plus faibles de la saga. Par contre, la coupe de feu réussit à remonter la pente de moitié et se classe dans le haut du tableau. Le même phénomène de yo-yo se reproduit à l'échelle des box-office français et américains. J'ai tendance à penser que parmi ces spectateurs égarés puis revenus au bercail, il y a bon nombre de Pottermaniacs qui ont été décontenancés par les choix visuels et narratifs d'Alfonso Cuarón. Bon, je me trompe peut-être, mais en tout cas il faut pas fouiller très loin sur le net pour tomber sur des articles qui considèrent Le Prisonnier d'Azkaban, le film, comme une trahison complète de l'œuvre de J.K. Rowling. Or, il se trouve que je pense très exactement l'inverse, et le moment est venu de dire pourquoi. L'un des principaux reproches adressés au film de Cuarón concerne le traitement expéditif de la fameuse scène de la cabane hurlante. Alors déjà, on pourrait rétorquer que le réalisateur a bien fait de nous épargner un tunnel de dialogue d'une demi-heure. Surtout quand on voit comment une autre scène d'exposition donne lieu au passage le plus empoté et artificiel du film. Sirius Black may not have put his hands to the Potters, but he's the reason they're dead. And now he wants to finish what he started. I don't believe it. No, that's not the worst of it. No. What could be worse? Bess, Sirius Black was and remains to this day Harry Potter's godfather. Mais surtout, ce que je remarque dans cette scène, c'est que le réalisateur se débarrasse vite fait bien fait des passages où Harry Potter est relégué au second plan. Par contre, tous les moments où il est proactif ou confronté à des choix moraux répondent bien présents. Harry, James wouldn't have wanted me killed. Your dad would have spared me. He was showing me mercy. Il semblerait que, toute tragique qu'elle soit, l'histoire de Lunar, Queue de Verre, Patte-Molle et Corne-Dru n'intéresse pas vraiment Alfonso Cuarón. Pour lui, le cœur du film, c'est Harry Potter et le parcours émotionnel qu'il effectue au cours de cette 3e année à Poudlard, riche en changements. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler,
Le précédent film du réalisateur Itumama Tambien dressait le portrait de deux jeunes branleurs qui, au cours d'un voyage initiatique à travers le Mexique, faisaient leur entrée dans l'âge adulte. Du coup, on peut raisonnablement supposer que Cuarón a vu dans Le Prisonnier d'Azkaban l'occasion d'aborder une autre période mouvementée de l'existence, les tout débuts de l'adolescence. Si vous êtes un lecteur un tout petit peu attentif, vous avez sûrement remarqué que le troisième livre se déroule l'année des 13 ans de Harry Potter. Autrement dit, le moment où il devient littéralement un teenager, un ado quoi. La mélancolie, le doute, la honte, l'euphorie, le spleen, la compassion, les sentiments d'injustice et de trahison, le prisonnier d'Azkaban explore méthodiquement toute la palette d'émotions nouvelles, complexes et contradictoires qui font leur apparition à la puberté. J.K. Rowling use d'élégantes métaphores pour dépeindre cet âge de transition où on est, pour citer un chef-d'œuvre sorti récemment, Too old to be a kid. Too young to be a man. Tous les nouveaux personnages introduits dans ce nouveau volet affichent ainsi une double nature. Rémus Lupin bien sûr, mais aussi Sirius Black et Sybil Trelawney, qui ne sont pas forcément aussi malfaisants et à côté de la plaque qu'ils en ont l'air. Et puis il y a ce fameux climax placé sous le signe du voyage dans le temps, où Harry Potter à son tour finit par se dédoubler. On notera d'ailleurs qu'en s'apercevant lui-même, le jeune sorcier ne se reconnaît pas. I saw my dad. What? He sent the Dementors away. I saw him across the lake. Pour parler de crise d'identité chez les ados, on a connu moins subtil. Alfonso Cuarón a parfaitement compris cette dimension du bouquin de Rowling, et pour la mettre en valeur, il va se servir de ses outils de cinéaste. Prenez le motif de l'isolement par exemple. Déjà présent dans le livre quand Harry fugue de chez les Dursley ou se retrouve privé de sortie à Préolard, il est érigé en véritable principe de mise en scène par le cinéaste. Dès qu'il en a l'occasion, Cuarón sépare son héros des autres personnages dans le cadre, comme ici, Oh, you're still here, are you? Yes. ou là, Well done, Harry. Well done. ou encore là. Sorry. Sorry, go on. You can have too much of a good thing. Les questionnements identitaires liés à l'adolescence se retrouvent dans ces plans où Harry contemple son reflet. Et les bouleversements physiques de l'ingrat sont évoqués poétiquement dans ces tableaux où le seul cogneur change d'apparence au gré des saisons. Si on poursuit dans cette idée, on peut du coup se reposer la question, pourquoi Alfonso Cuarón a-t-il envoyé valdinguer les choix graphiques de Columbus? Pour marquer son territoire, tout bêtement? Ou bien est-ce pour souligner de façon créative et originale un des thèmes centraux du bouquin, celui de la rébellion? You attacked teacher! Et tiens, tant qu'on y est, la confusion que peuvent ressentir les spectateurs non initiés devant la scène de la cabane hurlante ne serait-elle pas savamment entretenue par le réalisateur afin de faire écho à la propre confusion de Harry, qui passe de quelques minutes de ça I hope he finds me. Because when he does, I'm gonna be ready. When he does, I'm gonna kill him. à ça. When we free him, I'll never have to go back to the Dursleys. It'll just be me and him. Bon ok, là c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ce qui est sûr, c'est qu'Alfonso Cuarón fait tout ce qu'il peut pour renforcer l'identification à son héros et se rapprocher autant que possible de la perspective narrative adoptée par J.K. Rowling, à savoir la focalisation interne. Le prisonnier d'Azkaban compte ainsi un nombre assez impressionnant de plans qui, sans forcément tomber dans la vue subjective, épousent le regard de Harry. Naturellement, Cuarón choisit de boucler son portrait du jeune Potter par un gros plan. En cela, il se distingue des autres réalisateurs de la saga qui préfèrent finir sur des vues plus larges du domaine de Poudlard. À l'exception du dernier volet où David Yates, en bon cinéaste moyen qu'il est, décide de couper la poire en deux. Bref, loin de la trahison évoquée plus haut, Alfonso Cuarón semble être en réalité le seul réalisateur de la saga à avoir saisi le sens profond de l'œuvre de J.K. Rowling et à s'être efforcé de le traduire en images. C'est aussi le seul qui a réussi à transformer un film de commande avec un cahier des charges gros comme ça en œuvre personnelle s'inscrivant parfaitement dans sa filmographie. Un véritable tour de magie digne de l'évasion de la prison d'Azkaban. Mais plus que Sirius Black, s'il y a un personnage du film qui semble être le reflet du cinéaste, c'est Rémus Lupin. Comme le professeur de défense contre les forces du mal, Alfonso Cuarón a débarqué à l'improviste à Poudlard. Il a pris Harry Potter sous son aile, l'a aidé à exploiter son potentiel et à se révéler à lui-même. Pour cela, il n'a pas hésité à transgresser quelques règles, bien conscient que ça allait lui attirer des ennuis. Une fois son méfait accompli, il a donc choisi de poser sa démission et de partir vers d'autres aventures. Même si on peut regretter le départ de Cuarón, la légitimité acquise grâce au prisonnier d'Azkaban lui a permis d'enchaîner avec un projet perso qui a fini par devenir un des films les plus importants des années 2000. Puis avec un autre projet perso qui a fini par devenir un des films les plus importants des années 2010.
Suite au triomphe public et critique de Gravity, dont nous avions déjà parlé dans un épisode du Ciné-Club de Monsieur Bobine, la Warner s'est empressée de proposer aux Mexicains la réalisation des Animaux Fantastiques, le spin-off préquel on sait pas trop de Harry Potter, censé ouvrir une nouvelle saga de 5 volets. Quaron a eu la bonne idée de décliner l'offre, forçant le studio à se rabattre, sur David Yates, le réalisateur des 4 derniers épisodes d'Harry Potter. Bref, un safe choice comme au bon vieux temps de l'école des sorciers. Alfonso Cuarón, lui, est retourné au Mexique pour tourner un tout petit film en langue espagnole, Roma. On ne sait pas trop encore de quoi ça cause, mais ma boule de cristal me dit qu'il y aura des plans séquences et que ce sera vachement bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce ciné-club, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. En attendant le prochain, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, liker notre page Facebook ou nous suivre sur Twitter. Et si vous vous sentez d'humeur généreuse, vous pouvez même nous soutenir sur Tipeee. À bientôt. I gotta get back to school. I gotta get myself to Hogwarts, where everyone thinks I'm cool.